qu'on va essayer de faire, c'est vous donner un sentiment d'appartenance à cette école. Mais je pense que vous l'avez déjà un petit peu, mais le renforcer et avoir de la fierté d'avoir intégré et de devenir ingénieur SPC. Comme vous le savez, il y a un petit buffet préparé par les 141, mais entre-temps, on va vous présenter ces diapos. Alors, n'hésitez pas à scanner les codes damier, ça vous permet aussi pour nous de transférer l'information plus facilement. Donc, comme je l'ai dit, 24 membres du conseil d'administration, vous en avez vu quelques-uns. Voilà la composition, vous pourrez trouver ça sur notre site internet, bien évidemment. Mais donc, il y a 24 membres qui sont véritablement engagés dans l'association pour les alumni et pour les élèves. Alors, petit mot de bienvenue de ma part. Vous êtes élève ingénieur. Et vous n'êtes plus seulement étudiant. C'est important parce que vous êtes passé à travers un processus de sélection rigoureux, exigeant. Et c'est ce qui passe avec le mot élève-ingénieur qui ne passe pas avec le mot étudiant. D'accord ? Donc quand vous dites « je suis élève-ingénieur », ça veut dire que vous avez été sélectionné pour votre qualité. Ingénieur, c'est aussi un passeport pour l'emploi. Ça, c'est le taux de chômage des ingénieurs en France, extrêmement faible. C'est quelque chose qui est très valorisant et très positif aujourd'hui. Donc un passeport pour l'emploi. Et puis le mot ingénieur, c'est le nom de notre diplôme, celui qu'on va partager, que vous aurez dans quelques années. Pour certains d'entre vous, ça sera votre métier. Donc c'est un mot qui est extrêmement valorisant, beaucoup plus valorisant, élève ingénieur, que étudiant. Et faites attention à ça sur vos profils LinkedIn et sur vos CV. Donc ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, mais on en reviendra un petit peu plus loin, c'est que vous allez être, dans quelques années, alumnus, alumna, alumni, alumnae, c'est du latin. On est dans le quartier latin, donc on devrait pouvoir maîtriser 4 mots de latin. Alumni, essayez de ne pas mettre un S, par exemple, etc. Bon, on reviendra là-dessus. Voilà, donc, on va parler un peu de nos origines, celles qu'on partage, et de nos racines. Vous connaissez la mosaïque, hein, qui sera l'entrée de l'école. Et le SPCI est une école d'exception. Et c'est vraiment ça qui nous rassemble, vous et nous, et qui nous met à part des autres écoles d'ingénieurs. Et ça, je vais vous le montrer. Donc, j'ai mis quelques synonymes du mot exception, mais je vais vous montrer que c'est vraiment ça qui nous, nous rassemble et vous différencie. Donc, voilà la première diapo sur la haute couture. Vous allez bénéficier d'une formation qui est très personnalisée et on va prendre très soin de vous avec un nombre d'enseignants-chercheurs, un taux d'enseignants-chercheurs très élevé par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. Je vous ai mis, donc ça c'était le post Instagram de l'ESPCI, ça c'est celui, le post LinkedIn de Centrale Supélec, et vous imaginez, vous êtes là, le lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui est là, c'est assez ténu. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que tous ces gens-là, donc là c'est les 3 campus, hein, Paris-Saclay, Metz et Rennes, ces gens-là vont arriver tous, il y en a 1000, sur le marché du travail au même moment avec la même formation. Donc pas facile. Alors que vous allez être peu nombreux et vous allez avoir des parcours très différenciés et de très grande qualité. Donc c'est un peu la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. Alors, ça c'était une première différence, hein, la taille des promotions. Une deuxième différence, c'est le taux d'ingénieurs qui continuent en thèse. Le SPCI, c'est la première, toute catégorie là-dessus, 60%, ça dépend des années, entre 50 et 75%. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe à l'ESPCI, qui est différente des autres écoles. Vous voyez que l'école polytechnique, c'est seulement 30%, par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous différencie des autres et qui nous rassemble, nous. Pour vous donner aussi un petit peu l'ampleur de cette différence-là, donc l'ESPCI est doté d'un conseil scientifique international. C'est un comité de 10 personnalités de grands scientifiques internationaux, qui est présidé par Stephen Chu, qui est le prix Nobel de physique en 1997, qui a été secrétaire d'État à Obama pour l'énergie et qui est prof à Stanford. Et vous pouvez lire dans le rapport 2004 de ce Conseil scientifique international, on va le lire ensemble, cette phrase. One student told the International Scientific Committee, when I meet my friends who are at other places, including Polytechnic, I understand all of what they're doing. But what I'm doing is too advanced for them to understand. En fait, ils vont s'arrêter, vous allez continuer. Donc ça, c'est aussi une différence qui nous met à part. Donc, PC est une école d'exception et on va essayer de voir pourquoi
et comment. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette différence aujourd'hui entre votre formation et notre formation? Et la première chose, c'est que le SPCI, la formation d'ingénieur SPCI repose sur un socle de 5 principes qui sont originaux. Chacun d'entre eux est l'ensemble de l'original. Ces principes-là, c'est ce que nous partageons. Nous avons été formés selon ces principes, vous allez être formés selon ces principes, et quand vous contactez un alumnus, une alumna sur LinkedIn ou ailleurs, il va y avoir ce lien fort qui va spontanément s'établir parce qu'on a eu le même type de formation. Et ces 5 principes, on va revenir sur comment ils s'articulent et comment ils opèrent. Mais ces 5 principes, le premier, c'est la transdisciplinarité physique, chimie, biologie. Le deuxième, c'est les compétences expérimentales. La transdisciplinarité, c'est trans, hein, c'est pas seulement pluri ou multidisciplinarité, on va vraiment au travers. Les compétences expérimentales, vous passez la moitié du temps dans les laboratoires de recherche, en TP. L'interaction avec la recherche scientifique, l'intérêt pour les problématiques industrielles, et puis quelque chose qui est très particulier d'ailleurs d'un point de vue de la gouvernance, c'est qu'on a une école de la ville de Paris. Ces 5 principes, c'est des principes qui sont stratégiques. C'est-à-dire que le SPCI, elle dit, on va former des ingénieurs comme ça, et ils sont pérennes, ça fait 144 ans que le SPCI forme des ingénieurs comme ça, donc pérennes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine force, une certaine vérité, et ça veut aussi dire, quand on dit stratégique, c'est-à-dire que on ne suit pas les tendances forcément, hein, on est à l'écoute bien sûr des besoins, et en particulier ceux de l'industrie, mais il y a une décision, un parti pris, on pense que c'est comme ça, ou plutôt on pense qu'il y a vraiment besoin d'ingénieurs qui sont formés comme ça. Donc ils sont pérennes et ils sont partagés entre vous et nous, et ils sont différenciants, ils nous différencient les autres. Alors comment ils opèrent, comment ils fonctionnent? La transdisciplinarité. Donc trans, ça veut dire qu'on va franchir, et on va franchir les barrières disciplinaires. Donc la première chose, c'est que vous allez avoir des connaissances qui sont très vastes. Dans les cours que vous allez avoir, il y en a certains qui vont vous plaire, il y en a d'autres qui ne vont pas vous plaire, mais en tout cas, vous allez connaître quelque chose qui est extrêmement large, et ça, c'est vraiment singulier. Vous allez apprendre à franchir les barrières entre les disciplines. Ça, c'est une capacité, une compétence qui est vraiment rare, de pouvoir aller voir ailleurs. Un ingénieur SPCI ne dit pas, on l'entend parfois malheureusement, mais ne dit pas « je suis physicien, je ne m'intéresse pas, je ne sais pas, je ne peux pas maîtriser un peu de chimie ». Non. Même si vous êtes physicien, vous êtes capable de faire une petite molécule, même si vous êtes chimiste, vous êtes capable d'étudier les propriétés d'une molécule, etc. Donc, on franchit les barrières disciplinaires. Vous allez être très agile intellectuellement, et puis, il y a un moteur d'innovation très fort, c'est les analogies transposées. J'ai une technique en chimie, je l'applique en physique, j'ai un concept en biologie, je l'applique en chimie, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, des idées que personne d'autre n'aura eues, ne pourra avoir, parce qu'ils n'ont pas cette formation aussi large et à travers les disciplines. Donc ça, c'est la transdisciplinarité. Les compétences expérimentales, vous passez la moitié du temps dans les laboratoires. C'est le savoir-faire. Le savoir, depuis quelques années avec Internet, et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le savoir est quelque chose qui est ce qu'on appelle une commodité, c'est-à-dire de plus en plus partagé et facile à transmettre. En revanche, le savoir-faire, ça, c'est quelque chose, il faut l'avoir fait pour l'avoir. Quand vous êtes devant votre manip de synthèse organique, ou devant vos bancs optiques, ce n'est pas ChatGPT qui va manipuler. D'accord? C'est vraiment vous, et vous allez partir. Alors, je prends la synthèse organique, il se trouve que je suis chimiste organicien, mais vous allez tous être en TP de chimie organique à faire une synthèse, vous allez tous partir avec les mêmes réactifs et avec la même recette, et pourtant, au final, vous allez avoir des rendements différents. Donc, il y a vraiment un savoir-faire qui a une importance et qui, aujourd'hui, est rare. Et les compétences expérimentales vont vous porter aussi et ont porté vers l'instrumentation. Les instruments, l'imagerie, arriver à voir des choses que personne d'autre ne peut voir parce que vous êtes capable de construire des instruments et de faire des startups qui vendent aussi des instruments. Dans le domaine de la deep tech, bien sûr, et puis vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas au labo, hein, les grandes idées qui marchent sur le tableau blanc, il y a beaucoup de gens qui en ont. En revanche, savoir avoir ce pragmatisme et ce réalisme de ce qu'est-ce qui va véritablement marcher au laboratoire ou à l'usine, ça c'est vraiment quelque chose de la formation d'ingénieur spécifique. Il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne, et ça c'est le côté très ingénieur. Les normaliens pensent le monde, mais les ingénieurs font le monde. Donc c'est quelque chose aussi qui nous différencie. L'interaction avec la recherche scientifique, c'est le challenge intellectuel. Tout le temps, l'audace, aller chercher de nouveaux challenges, et puis la curiosité, poser des questions.
On voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle que la façon de poser des questions et de poser les bonnes questions, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Et ça, la recherche apprend à poser des questions et à continuer à poser des questions, même quand on prend de la maturité. Et cette capacité toujours à se remettre en question et à apprendre, anticiper ce qui va venir et aussi la rupture, c'est-à-dire que quand vous avez fait une manip qui n'est pas selon la théorie, le résultat n'est pas, et bien, il y a cette notion de rupture où là, vous allez avoir à penser autrement et à faire des choses qui sont nouvelles. La sensibilité aux problématiques industrielles, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui était fondamental dans la fondation de l'école, qui vient du... On va essayer de trouver une solution à un besoin industriel, à un besoin de la nation, à un besoin de la société. Mais il y a un besoin et on va réfléchir à trouver une solution inédite si possible avec des avantages. Ça, c'est vraiment quelque chose, on peut construire un chemin pour avoir des idées, un chemin intellectuel, mais aussi être ouvert à ce que les industriels ont besoin, ou la société a besoin. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être très stimulant pour avoir des nouvelles idées et pour poser des questions qui sont atypiques. Et ça permet aussi de créer des startups. Les alumni ESPCI créent chaque année 10 entreprises. Et en termes de financement, l'industrie finance la formation d'ingénieurs spécialisés à travers la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage, toute entreprise qui a une masse salariale en France, des employés en France, paye une taxe d'apprentissage, un impôt qui est proportionnel à sa masse salariale. C'est une obligation. En revanche, ils ont le choix de choisir, ils ont le choix de l'établissement d'enseignement vers lequel orienter cette taxe d'apprentissage. Et certains d'entre eux l'orientent vers le SPCI. Et si vous avez dans votre cercle familial d'amis, des chefs d'entreprise, des gens qui peuvent orienter la taxe d'apprentissage de l'entreprise vers le SPCI, n'hésitez pas à leur demander de le faire parce que c'est quelque chose qui doit être dépensé dans l'année. Donc c'est vous qui en bénéficiez directement. Donc, la taxe d'apprentissage des industries, puis bien sûr, les entreprises ont des contrats de recherche avec les laboratoires de recherche de l'ESPCI. Et c'est un financement parce qu'il y a des frais de gestion des contrats de recherche. Et puis on a une école de la ville de Paris, c'est-à-dire qu'on va avoir une agilité au niveau de la gouvernance. Pour vous donner un exemple très concret, le conseil d'administration de l'ESPCI, c'est 17 membres. Parmi les 17 membres, d'ailleurs, il y a la présidente du BDE, et l'année prochaine, dans 9 mois, l'un ou l'une d'entre vous sera membre du conseil d'administration de l'ESPCI. Le président ou la présidente du BDE est membre du conseil, des 17 membres du conseil d'administration de l'ESPCI. Le président de l'ESPCI le dit aussi. Et 17, c'est très peu. Pour vous donner un exemple, PSL, le conseil d'administration, c'est 49 personnes. Donc quand vous avez une voix sur 17, ça compte beaucoup plus qu'une sur 49, mais aussi, pour prendre une décision à 17, c'est plus facile qu'à 49. Donc il y a une agilité dans la gouvernance, une autonomie, et puis c'est aussi nos racines Paris, hein, on va le voir tout de suite, c'est aussi un élément d'attractivité. Et on sait qu'on restera à Paris, parce qu'avec ce qui a été construit, la ville de Paris ne va pas nous éjecter. On va pas partir dans quelques banlieues que ce soit autour de nous. Alors, ça, c'est les principes, comment ils se déroulent et comment ils font que votre formation, notre formation, elle est différente. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et ça, c'est intéressant de se poser cette question parce que c'est le mécanisme d'innovation. Pourquoi il y a des gens à un moment qui ont dit on va faire les choses différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on va s'intéresser maintenant à la fondation de l'école. Et ça va on va faire quelques petits pas de côté aussi sur les bâtiments, mais c'est une petite histoire dans laquelle je vous emmène. Alors la fondation de l'école, déjà vous y êtes sensible. Parce que, voilà, ça c'est le post Instagram d'Emine, où il parle de la promotion 2025. Ici, le post LinkedIn d'École Polytechnique, il parle de X 2025. À Chimie Paris, il parle de la promotion 2028. Ça, c'est l'année d'intégration ou l'année de diplomation. Et puis là, à l'ESPCI, vous êtes la promo 144. Et en fait, vous êtes la promo 144 parce que l'origine, c'est, on compte à partir de la fondation de l'école. C'est-à-dire qu'à l'ESPCI, la fondation de l'école est plus importante que la naissance de Jésus. D'accord? C'est une différence, ça. Okay? Et c'est pas anodin parce que, par exemple, le calendrier républicain, hein, en 1793, Nouvelle République, etc. Et donc, il y avait l'an 1, l'an 2, l'an 3 de la République. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 15 ans. Napoléon, il a dit basta. Mais même pour la République, ils n'ont pas réussi à tenir très longtemps. Et là, ça fait 144 ans qu'on compte depuis la fondation de l'école. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé dans la fondation de l'école.
vraiment quelque chose de spécial. Et alors, on va revenir un petit peu en arrière avec un petit pas de côté. Donc ça, c'est les bâtiments de l'école en 1930-33. Et ce que vous voyez pour vous repérer. Alors, vous avez la grande mosaïque ici. En fait, on va s'intéresser à cette façade ici, parce qu'ici, il y a les médaillons des deux fondateurs de l'école. Mais je voulais vous montrer ici pour que vous ayez aussi cette perspective des bâtiments, puisque vous êtes au cœur, en fait, de cette transformation. Vous avez ici la rue Vauquelin, derrière. Ça ne marche pas très bien, mais bon. Et là, ça, c'est là où il y a le grand portail. Ça, c'est le bâtiment J. Ça, c'est le toit du foyer actuel, qui est un foyer temporaire. Le foyer plus futur, on va montrer, ce n'est pas celui que vous connaissez. Donc ce que vous connaissez aujourd'hui est quelque chose de précieux parce que ça va disparaître. Et vous voyez qu'en fait, là où se trouve le petit balcon du foyer, il y avait une grande cheminée. Vous voyez que ça peut changer comme ça. Et puis, on ne voit pas très bien, mais ici, il y a la 62e promotion qui était montée sur cette façade ici, marquée PC. On ne voit pas très bien, mais on le devine juste, la 62e promotion. Voilà, donc ça, c'est dans les années 1930, et ça, c'est en octobre 2023. En octobre 2023, le bâtiment central a été construit. Vous retrouvez toujours ici l'entrée, le bâtiment de l'administration, l'entrée rue Vauquelin, le bâtiment J, le toit du foyer ici. Vous avez la mosaïque avec le nom de l'école ici, la façade à laquelle on s'intéresse. Et puis vous avez ce qu'on appelle la surélévation qui a été construite à la fin des années 90 et qui, depuis aujourd'hui, a été détruite. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça devrait ressembler. Vous l'avez vu ça déjà ou pas? Oui, d'accord. Donc on va passer rapidement. Donc vous avez l'entrée de l'école qui est sous la mosaïque, mais le point qui est vraiment important, c'est que ces façades de briques rouges sont conservées. En fait, ça va être la seule chose, le seul élément architectural qui nous relie, vous et nous. Nous avons connu cette façade, vous la connaîtrez, vous la connaissez, et tout le reste, tous les bâtiments que nous avons connus ont été détruits jusqu'à présent. Le foyer que vous connaissez va être détruit, mais ces façades vont rester. Donc c'est vraiment le lien qui unit les alumni. Et donc vous avez vu ces photos avec l'entrée de l'école et voilà, la grande mosaïque telle qu'on l'a vue. Donc toute cette partie-là a été aujourd'hui détruite. La mosaïque est ici, et c'est cette façade à laquelle on s'intéresse. Donc ça, peut-être que vous l'avez vu, hein, avec les étais. C'est assez surprenant pour nous en particulier, car vous connaissez ce bâtiment, mais on voit qu'il y a une transformation très importante. Mais ça va rester, et cette façade va rester. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui avec ses étais. Et voilà une autre vue, et voilà à quoi elle ressemble. Alors, sur cette façade, et il y a la même de l'autre côté sur la rue Pierre-Brossolette, vous avez les médaillons, les 3 médaillons des 3 premiers directeurs de l'école, dont les 2 fondateurs, mais vous avez aussi des mosaïques pédagogiques. Alors les médaillons, là c'est sur la rue Rateau, et ça c'est ceux qui sont sur la rue Pierre-Brossolette, donc sur la gauche de la grande mosaïque. Vous avez Lavoisier pour la chimie, vous avez Ampère pour la physique, et au milieu vous avez Curie, physique, chimie. Donc levez les yeux pour pouvoir les voir. Hein. Et nous on va parler là de Charles Haute et de Paul Schützenberger. Mais voilà les 15 mosaïques pédagogiques. Vous voyez, vous pouvez reconnaître par exemple, voilà, ça c'est l'électrostatique, l'électromagnétisme ici, les bras de levier, etc. Voilà. Et je vous encourage, alors on a des codes damiers, n'hésitez pas à les flasher. Guillaume Duret 130 a fait un très très gros travail d'explication de ces mosaïques, il les a prises en photo dans de très haute résolution et surtout expliquer quelle était leur motivation pédagogique et ce qu'elle représente. Donc cette façade, elle est très belle. Hein. Là, le style art déco, c'est celui avec les petits triangles. Et je vous parle aujourd'hui des 2 fondateurs de l'école, hein, il y a 140 ans, Charles Haute et Paul Schützenberger. En fait, ce n'est pas seulement moi qui vous en parle, mais c'est aussi Marie Curie, puisque là, c'est l'extrait du manuscrit de thèse de Marie Curie. J'ai exécuté ce travail dans les laboratoires de l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris avec l'autorisation de Schützenberger, ici, le regretté directeur d'école, et de M. L'autre, ici, le directeur actuel. Je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance pour l'hospitalité bienveillante que j'ai reçue dans cette école. Donc, vous voyez que Marie Curie, c'était important, ces 2 personnages pour elle, et d'ailleurs, il y a 2 rues dans Paris qui portent le nom, la rue Charles-Haute et la rue Paul Schützenberger, et ces diapos montrent que l'histoire de l'école
est inscrite dans le tissu urbain de la ville de Paris. On a l'école de la ville de Paris, et vraiment, vous avez le nom de nos directeurs et de nos grands scientifiques qui sont dans le tissu urbain. Vous savez que les polytechniciens, ils ont les noms sur la Tour Eiffel, mais on n'arrive pas à les lire. Alors là, vous avez la rue Charles-Lotte ici, dans le 18e, proche de la Villette, la rue Paul Schutzenberger qui est proche de la Tour Eiffel. Vous avez bien évidemment la rue Pierre et Marie Curie, où se trouve le Chimie Paris, et le square Marie Curie qui a été inauguré samedi dernier, là, samedi, on a inauguré le square Marie Curie. Vous avez aussi un métro Pierre et Marie Curie sur la ligne 7 ici. Rue Albin Allaire, c'est le 3e directeur, le 3e médaillon, qui est dans le 13e. Vous avez un square Paul Langevin, qui est le 4e directeur de l'école, qui est juste là où il y a le ministère aujourd'hui, où se trouvait l'école polytechnique avant. Et vous avez un square Pierre-Gilles de Gênes, qui a été aussi directeur de l'école, qui est juste à côté de Notre-Dame, et puis la rue Fernand-Lec, dont on va parler tout à l'heure. Donc il y a vraiment une reconnaissance forte de la part de la ville pour son école. Charles Lotte, fondateur de l'école, qui était-il? C'était un Alsacien. On va revenir sur ce point-là qui est absolument fondamental. Il y a peut-être des gens qui viennent de Clébert, qui viennent de Strasbourg ici. Ah, voilà. Donc tu vas être particulièrement sensible à ça, mais on va tous y être sensibles. Donc c'est un Alsacien, c'est un chimiste, pionnier des colorants. À l'époque où les colorants étaient extraits du règne animal et du règne végétal, vous voulez une couleur brune, vous prenez le sang d'un animal et vous le séchez. Vous voulez une couleur verte, vous prenez la chlorophylle. Et vous pouvez imaginer toutes les étapes qu'il faut faire d'une part, mais aussi c'est pas très fiable et vous avez des résultats qui sont différents. Donc l'idée du chimiste, c'est de dire je vais synthétiser des colorants pour avoir beaucoup plus de fiabilité, plus de solidité, etc. Et Charles Lotte a été l'un des premiers à faire ça. Il a synthétisé en particulier la thionine, qui aujourd'hui s'appelle le violet de Paris, avec des propriétés physiques particulières. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais un point qui est important, c'est qu'on a l'habitude de voir ces gens qui sont vieux dans les photos. Et en fait, ils ont été des grands scientifiques très tôt. Charles Lotte a synthétisé ce colorant à l'âge de 25 ans. Donc c'est assez proche de chez nous. Okay. C'était un administrateur industriel. Il a été administrateur de la manufacture industrielle de porcelaine de Sèvres. Il a eu maille à partie avec Rodin. Rodin qui est né juste en bas de la rue. Et puis, c'était un homme politique et était vice-président du Conseil de Paris. Donc, vous comprenez bien que le fait que l'école soit une école de Paris, ça vient en particulier du fait que Charles Lotte était vice-président du Conseil de Paris, puisqu'il avait demandé à l'État de financer, et l'État n'a pas financé l'école. Et alors, c'est un Alsacien parce qu'il y a quelque chose qui nous choque dans cette représentation de la France, bien évidemment, c'est qu'il manque l'Alsace et la Lorraine. Et ça, c'était la France après la guerre de 1870. On parle peu de la guerre de 1870 parce que d'abord, on l'a perdue, et puis les 150 maires, c'était au milieu du Covid. Donc, voilà. Mais en fait, ça a été une vraie... d'abord, c'est une défaite, et puis extrêmement douloureuse. Et il y a eu ce qu'on appelle la diaspora des Alsaciens. On connaît la diaspora des scientifiques allemands et juifs qui ont fui l'Allemagne nazie dans les années 1930 pour aller aux États-Unis et qui ont contribué à la supériorité des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la même chose qui s'est passée avec la diaspora alsacienne, des scientifiques alsaciens qui sont venus à Paris et qui ont créé et renouvelé l'enseignement supérieur parisien. Et Charles Lotte est l'un de ceux-là, et c'est lui qui a écrit que ce qui manque, c'est ni le maître ni l'élève, c'est l'école, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle école avec des nouveaux principes pédagogiques, des choses différentes de ce qu'on faisait auparavant, et on va revenir aussi sur ce point-là. La deuxième personne, c'est Paul Schutzenberger, donc le premier directeur d'école et fondateur de l'école. Donc on a la chance extraordinaire d'avoir la photo de la première promotion de l'ESPCI il y a 144 ans. Cette photo a été prise il y a 100 mètres. Elle a été prise ici. Elle a été prise, la prise c'est plusieurs secondes, c'est pas qu'aujourd'hui on appuie sur un bouton. Donc là ils sont vraiment dans une pause et on voit aussi de la camaraderie. Vous voyez, il y a cette main, il y a une épaule, voilà, l'épaule ici, il y a une main ici. Voilà. Donc on sent qu'ils se sont des camarades, et vous avez Paul Schutzenberger ici au centre. Un autre personnage dont on va parler, c'est Charles Ferry ici. Donc le directeur de l'école, premier directeur, fondateur, en fait il fonde une start-up, c'est ça qu'il fait. On a pas mal de représentations de Paul Schutzenberger. Ça c'est un buste qui a été fait par Georges Urbain, 9e promotion, on va en parler, mais c'est un buste qui était dans la salle du conseil.
Voilà la salle du conseil qui est détruite aujourd'hui, ça c'était il y a quelques années, et voilà, ça c'était dans les années 1930, donc le buste de Schützenberger il trônait. Sur la sépulture de Schützenberger au Montparnasse, il y avait un médaillon qui est signé Bartholdi. Voilà. Bartholdi, c'est le sculpteur de la Statue de la Liberté et le sculpteur du lion de Belfort, qui est place d'Enfer Rochereau, si vous venez en Vélib de Larez, hein, vous passez devant le lion de Belfort, qui est, voilà. Et Bartholdi était un ami de la famille Schützenberger. Et en fait, il y a 2 mois, exactement, c'était le 3 juillet dernier, on était sur le mezzanine de l'espace Pierre-Eugène pour la présentation de ce tableau de Paul Schützenberger par Henri Martin. C'est un tableau qui vaut à peu près 50 000 € aujourd'hui, qui a été donné à l'école par l'arrière-petit-fils de Paul Schützenberger, ici, Philippe Schützenberger. Et donc ça, c'était il y a 2 mois. Vous avez Marie-Christine Aumont-Roulet, ici, la présidente de l'école. Donc c'est tout à fait actuel. Le tableau a été restauré, ça c'était avant la restauration. Et la raison pour laquelle je vous montre aussi cette photo-là, c'est parce qu'on va parler de cet instrument ici tout à l'heure. Ici, voilà. Donc quand je parle de proximité, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez rencontrer. Il y avait un amphi Schützenberger qui aujourd'hui a été détruit. Et je vous montre aussi ça pour vous montrer la vétusté des locaux qui ont été détruits. Une vraie raison de détruire ces locaux que vous n'avez pas connus. Et il y avait déjà le club théâtre, il jouait le Petit Prince, et puis des campagnes DDE avec des stickers. Et l'amphi Schützenberger, je passe rapidement. Bon, alors, Schützenberger était aussi un Alsacien. C'est un chimiste pionnier. Il a synthétisé la première fibre fibre synthétique soluble dans l'eau, l'acétate de cellulose. Le cellulose, c'est le coton. Vous mettez du coton dans l'eau, c'est pas soluble. Vous ajoutez, enfin, vous greffez des groupements acétates polaires, et là, le coton devient soluble, c'est l'acétate de cellulose qui devient soluble dans l'eau. Et d'avoir une fibre soluble, ça permet de la mettre en forme, ça permet de faire des peintures, des vernis, ça permet de faire des moulages, etc. Donc c'est vraiment la solubilité dans l'eau est très importante. Et aujourd'hui, ceux qui ont des lunettes avec une monture en plastique portent du Schützenberger sur leur nez, puisque c'est de l'acétate de cellulose. Voilà. Donc vous voyez, quand je parle de proximité, vous avez du Schützenberger sur vous. Voilà. Alors c'est un fondateur clairvoyant. C'est lui qui pose en particulier le fait qu'il n'y a pas de barrière entre la science et l'industrie, entre l'école et l'industrie. Et puis c'est un directeur éclairé parce que c'est lui qui va recruter Pierre Curie en 1882 et qui va recruter aussi, qui va accueillir Marie Curie. J'aime bien, ça c'est une coupure de presse, et là qui parle de Schützenberger sur l'alliance de la science et de l'industrie. Il ne se préoccupa pas à leur sujet de préséance. Il tenait pour conventionnel et illusoire la distinction que fait entre elles la pédante manie des classifications rigides et des distinctions tranchées. Donc vous voyez bien que là, il y a une démarche de s'affranchir des dogmes et des choses qui étaient rigides, justement, pour faire quelque chose qui était nouveau. Et ça, c'est un truc qui date un peu, qui date de 2018, mais c'est pour vous montrer combien quelque chose qui a été en 1882, en 2018, ça a toujours un effet, puisqu'en 2018, ce Twitter écrit « Je bosse à des spécifiques très différents de l'université », donc on a cette notion de différence. L'alliance recherche-business est omniprésente. Tesmar lui répond, c'est un contre-exemple, ça vaudra le coup de comprendre leur secret, et là, Tac est 122e, un ingénieur de l'école, il répond « Le I, c'est industriel », et en fait, tout ça vient de Schützenberger, qui a dit « On ne fait pas de barrière entre l'industrie et la science ». Et Schützenberger va recruter Pierre Curie en 1800, il construit l'école, hein. Il lui faut un enseignant de physique, et donc il recrute Pierre Curie. On a l'habitude, comme je vous dis, de voir ces gens qui sont un peu âgés, mais Pierre Curie, quand il est recruté à l'école, il a 23 ans. Il a presque votre âge. Voilà Pierre Curie à 21 ans. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus jeune, très proche de nous finalement, et à 21 ans, Pierre Curie il a déjà découvert la piézoélectricité. En fait, il l'a même prévu et, théoriquement, et il a vérifié que c'était effectivement le cas pour certains matériaux. Alors la piézoélectricité, piézo c'est mécanique, électricité c'est la transduction d'un signal mécanique en un signal électrique. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est 2 types de signaux différents, mais pour vous donner un exemple concret, vous avez tous du Pierre Curie sur vous, vous avez déjà du Schützenberger, mais vous avez tous du Pierre Curie sur vous, parce que quand vous avez votre téléphone portable et que vous regardez comme ça et que vous tournez, bien évidemment, l'affichage suit et se met en mode portrait. Et bien ça, c'est parce qu'à l'intérieur du portable, il y a un cristal piézoélectrique qui sent une variation de la force, puisqu'on change comme ça, et donc la gravité, une variation de la force, et donc
un impact mécanique différent, et donc qui va émettre une polarité, enfin qui va se polariser de manière différente, et donc émettre un signal électrique. Ce signal électrique envoie le message, et il a tourné le portable, il faut changer d'affichage. Donc en fait, la gravité sur le cristal piézoélectrique, en changeant l'angle, va donner cette capacité de changer l'affichage. Donc ça, c'est un exemple de piézoélectricité dans nos portables, mais c'est surtout quelque chose que Pierre et Marie Curie ont utilisé pour détecter le radium. En fait, ils concentraient le radium à partir d'un minerai qui s'appelle le pechblende, qui est un minerai qui était très faible en radium, mais il y en avait quand même. Et ici, vous avez cet instrument, vous avez une copie qui se trouve à l'espace Pierre-Diogène, sur la mezzanine. Et en fait, ici, vous avez une règle sur laquelle Marie Curie lit une déviation, et cette déviation vient d'un cristal piézoélectrique qui a mesuré l'électromagnétisme du radium et qui va émettre, qui va se transformer, qui va faire une déviation. Et le point important ici, c'est que l'instrumentation, la découverte de la piézoélectricité par Pierre Curie a permis au Curie de construire un instrument extrêmement sensible qui leur a permis de découvrir le radium avant tout le monde. Donc l'instrumentation, comme on l'a dit tout à l'heure, est vraiment très importante pour faire des découvertes. Et on parle toujours de Schützenberger. Ça, c'est le livre que Marie Curie a écrit sur Pierre Curie après la mort de Pierre Curie, qui est décédé en 1906. Et en 1924, elle cite Pierre Curie. Je désire rappeler ici que nous avons fait toutes nos recherches à l'École de physique et de chimie de la ville de Paris. Dans toute production scientifique, l'influence du milieu dans lequel on travaille a une importance très grande, et une partie des résultats est due à cette influence. Tous les prix Nobel de l'ESPCI étaient à l'ESPCI au moins 10 ans avant d'avoir leur prix Nobel. C'est-à-dire que l'école leur a offert un creuset pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils fassent des découvertes qui leur apportaient un prix Nobel. Donc l'environnement est vraiment très très important. Et vous voyez ici qu'il remercie Schützenberger. Schützenberger nous laissait à tous une grande liberté. Les professeurs de l'école de physique et de chimie, les élèves qui en sortent, constituent un milieu bienfaisant et productif qui m'a été très utile. C'est parmi les anciens élèves de l'école que nous avons trouvé nos collaborateurs. Donc ça merci Pierre. Bon. Et puis ce qu'il dit, un truc assez extraordinaire, c'est ça. Il m'a permis à Madame Curie de venir travailler près de moi. À cette autorisation à l'époque à laquelle elle a été donnée était une innovation peu ordinaire. Et en fait, il y a des miracles dans cette fondation à l'école, mais il y a un miracle qui a un impact encore très fort aujourd'hui, c'est l'accueil de Marie Curie. Il faut bien voir qu'en 1894, donc un an avant cette photo, Pierre Curie va voir Paul Schützenberger, le directeur de l'école, et lui dit « J'aimerais accueillir quelqu'un d'autre dans le petit laboratoire de recherche que j'ai. » Et Paul Schützenberger lui dit « Mais ici, c'est une école d'ingénieurs, ce n'est pas un laboratoire de recherche. » Et qui est cette deuxième personne? Et là, Pierre Curie doit expliquer à Paul Schützenberger que la deuxième personne, c'est une femme qui n'est pas française, qui a 27 ans, et qui va devenir sa femme, ce qui d'un point de vue éthique... Et on est en 1894, Paul Schützenberger, il dit bingo, il dit ok, on y va, il fait le pari d'accueillir Marie Curie à l'école avec, lui-même mourra avant, il ne verra pas les prix Nobel de 1903 et de 1911, mais il y a vraiment une clairvoyance extrêmement forte. Et bien évidemment, Pierre Curie était très attaché à Marie Curie. Vous savez que le prix Nobel de Pierre et Marie Curie, le comité Nobel ne voulait le donner initialement qu'à Becquerel et à Pierre Curie. Et Pierre Curie a dit non, soit vous me le donnez à moi et à Marie Curie, soit vous ne me le donnez pas. Donc il y a eu une prise de position très forte de Pierre Curie. D'ailleurs, dans l'autre sens, vous savez que quand François Mitterrand a voulu placer Marie Curie au Panthéon, la famille de Pierre et Marie Curie a refusé que Marie Curie soit toute seule. Et ça a été l'inverse, c'est-à-dire que c'était soit les deux, soit aucun. Là, on a donc Schützenberger et Pierre Curie étaient très ouverts à ce côté féministe, mais il faut bien voir que Marie Curie était aussi certainement quelqu'un de très brillant et que lui faire confiance faisait aussi du sens. Là, c'est la photo de mariage de Pierre et Marie Curie. Je vous donne deux autres photos de couples mythiques, Marilyn et Gérard Miller, et puis Beyoncé et Jay-Z. Et vous voyez les différences? Vous voyez les différences?
Vous voyez que c'est Pierre Curie qui donne le bras à Marie Curie. Voilà, alors, ces deux fondateurs, le miracle, c'est que ce sont deux chimistes et qui vont avoir cette clairvoyance de détecter que la physique allait avoir de l'importance. Et donc, ils créent, c'est des chimistes organiciens, hein. Chimistes organiciens, c'est la chimie pure et dure, si j'ose dire. Et bien, ils vont créer une école de physique et de chimie. Donc, une très, très grande clairvoyance sur l'émergence de la physique. Des gens brillants, des pionniers, ils étaient personnellement engagés et l'Alsace, la perte de l'Alsace, c'est là où la grande histoire de l'histoire de France, ou la grande histoire de France, on va dire, rejoint l'histoire de l'école, plutôt que l'école a un impact sur la fondation de l'école. L'école a véritablement été fondée pour répondre à un enjeu national stratégique, puisqu'il fallait, à un moment, on savait qu'il y aurait une autre guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, et la Lorraine, et il fallait former les ingénieurs qui allaient donner de la force à l'industrie chimique française qui avait été beaucoup plus faible que l'industrie chimique allemande. Donc il y avait vraiment un enjeu national, même si l'école était municipale. Dans un contexte de crise, et c'est vraiment ça, c'est la crise qui fait que ces deux chimistes disent, écoutez, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché, il faut qu'on fasse différemment, et donc nous on pense qu'il faut faire les choses comme ça, avec ces partis pris pédagogiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc voilà, ce pragmatisme libéré des dogmes, et c'est comme ça qu'il y a des principes originaux. Donc la crise, l'échec, la défaite, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que on va faire des choses différemment. Alors on a parlé de patrie, hein, voilà. On a parlé de science, et maintenant on va parler de la gloire, c'est-à-dire les prix Nobel de l'ESPCI. Tous les prix Nobel de l'ESPCI sont exceptionnels, bien évidemment, mais ils sont exceptionnels au sein même des prix Nobel. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le laboratoire de Curie, ça vous l'avez vu, je pense, d'accord? Quand vous êtes dans l'amphi Olvec, vous êtes exactement là où se trouve le laboratoire de Curie. Le laboratoire de Curie, c'était ça. C'était ce qu'on appelle le hangar. Alors souvent, on dit non, mais le spécial n'a vraiment pas pris soin des Curie, hein, ils lui ont donné un hangar, etc. Mais en fait, l'école, c'était ça. Ça, c'est l'entrée de l'école en 1882, et vous voyez, hein, il y avait déjà des étés. Okay. Voilà une autre vue. Et cette entrée, donc c'est une start-up, hein, c'est-à-dire on part avec dans des conditions qui sont très, 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 très difficiles, mais on fait les bons choix dès le départ. Schultz Sanderger et l'autre ont fait les bons choix dès le départ. Et en fait, cette entrée de l'école, elle est ici, elle était ici. Ça, c'est le restaurant, là maintenant, ça s'appelle le Petit Bal Perdu. Quand vous ferez la photo de promo, vous la prendrez ici, juste devant, ici. Là, c'est la rue Le Mont. Donc c'est vraiment juste à côté d'ici que Pierre et Marie Curie rentraient. Voilà. Puis, juste pour la petite histoire, le niveau de la rue était en fait au niveau du restaurant. Il a été abaissé pour laisser passer les voitures. Et donc ça, c'est le prix Nobel de Pierre et Marie Curie. Et en 1906, Pierre Curie décède dans un accident de voiture. Marie Curie reprend sa chaire à la Sorbonne et continue ses recherches sur le radium. Elle va isoler le radium et elle va avoir un deuxième prix Nobel en 1911. Donc, premier prix Nobel de Pierre-Marie Curie, la détection du radium. Le deuxième prix Nobel, l'isolation du radium avec des méthodes électrochimiques. Ces travaux-là ont été faits par Pierre-Marie Curie et par Marie Curie à l'école, ici, à l'ESPCI, pas à l'Institut Curie, pas à la Sorbonne. Ça a vraiment été fait là où vous êtes, quand vous êtes dans l'amphi Olvec. Voilà l'amphi Olvec vu de la rue, hein, qui est comme ça ici. Et je vous montre ça parce qu'il y a une plaque que vous n'avez peut-être pas vue parce qu'elle est très haute ici. Et cette plaque, elle montre l'emplacement du laboratoire de Curie sur l'emplacement actuel de l'école. Vous pouvez lever les yeux. Donc voilà, quand vous êtes en amphi Olvec, levez aussi les yeux. Hein, il y a marqué amphithéâtre Olvec. Et cet amphithéâtre, il y a des photos assez mythiques. Et ça, c'est des photos de Pierre Gilles et Georges Charpak en 1992. Donc Georges Charpak vient d'avoir le prix Nobel de physique. L'année d'avant, Pierre Gilles a eu le prix Nobel de physique aussi. Et je vous disais tout à l'heure que les prix Nobel sont exceptionnels. D'abord, le premier, j'ai oublié de le dire, mais c'est Marie Curie encore aujourd'hui, est le seul être humain, c'est pas la seule femme, le seul être humain qui a eu un prix Nobel dans deux disciplines scientifiques, physique et chimie. D'ailleurs, les prix Nobel de l'hospice, des prix Nobel de physique et des prix Nobel de chimie, ce qui est aussi emblématique de la transdisciplinarité physique-chimie. Mais
Elle a eu deux, il n'y a pas d'autre être humain qui a eu 2 prix Nobel dans 2 disciplines scientifiques. Il y en a qui ont eu 2 en chimie, il y en a qui ont eu 2 en physique, il y en a un en chimie et un prix Nobel de la paix, par exemple. Il n'y a personne qui... Donc ça, c'est Marie Curie. Georges Charpak et Pierre Géogène sont les derniers prix Nobel de physique qui ont été attribués à une personne seule. Depuis 1992, tous les prix Nobel ont été attribués à soit 2, soit 3 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans leur domaine qui leur arrivait à la cheville. D'accord ? Le comité Nobel dit OK, on donne à Charpak, on donne à qui d'autre ? Ah ben, il n'y a personne d'autre. D'accord ? Bon. Donc, exceptionnel. Et dans cette photo, ce qu'on a voulu montrer, c'est Georges Charpak a eu le prix Nobel pour les chambres à fil qu'il a développées au CERN, mais aussi pour les applications en biologie et en thérapie de ces chambres à fil qu'il a développées au CERN. On va le voir dans les diapos suivantes. Pierre Gilles Eugène, lui, c'était un théoricien de ce qu'on appelle la matière molle. La matière molle, c'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est la peau, c'est le bitume, c'est le plastique, et c'est aussi les cristaux liquides. En fait, ce qu'on a voulu montrer ici, c'est voilà, le plastique, les cristaux liquides. Donc, très, très novateur dans ses théories, Pierre Gilles Eugène, sur la matière molle. Et donc, je vous disais, Georges Charpak, les détecteurs de particules qu'il a inventés au CERN, il les a utilisés, il a créé une entreprise qui s'appelle EOS Imaging, qui permet de faire de l'imagerie du squelette en position debout, ce qui permet de voir comment ce squelette fonctionne quand il est debout, parce que c'est quand même comme ça qu'on est la plupart du temps, et en particulier pour les enfants, quand ils sont en développement. Ces détecteurs de particules sont extrêmement sensibles, bien sûr, parce que les particules, il y en a très très peu, et le fait que ces détecteurs de particules sont extrêmement sensibles fait que l'irradiation est de très faible intensité. Et c'est très important pour les enfants, parce qu'on ne veut pas irradier les enfants d'irradiation forte, puisqu'ils sont en plein développement, on ne veut pas changer leur ADN, etc. Donc, quelque chose qui était très particulier dans le développement de ces chambres à fil pour une application physique, Georges Charpak a créé une entreprise pour utiliser cette singularité pour une application en biologie et en thérapie. Vous voyez cette transdisciplinarité où on utilise une technique dans un domaine pour l'appliquer dans une autre. Et ça, vous aurez peut-être un prix Nobel pour ça si vous le faites. Donc en 91-92, annonce ouverture des journaux télévisés à 20h avec Pierre Gilles Eugène et Alain Charpak. Vous allez trouver ça sur Internet. Eugène est venu au foyer, il y a une petite vidéo. Si vous regardez bien, je suis dans la vidéo, mais bon. Voilà. Et alors, le truc qui est marrant, c'est que cette photo, on a l'impression qu'elle est retouchée parce qu'ici, on voit à peine le cigarillos de Pierre Gilles Eugène. Il avait toujours un cigarillos, voilà, Pierre Gilles Eugène avec un peu le mythe d'Eugène. Vous voyez les 2 prix Nobel ici, hilar. Et en fait, cette photo, qui a été prise le même jour, il semblait de la même façon, pour nous, elle nous parle beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet arbuste ici. Et là, je vais vous montrer des photos de comment était l'école avant les travaux. Donc vous reconnaissez là où se trouve le foyer, qui était avant la salle des machines, et vous reconnaissez ces arbustes ici en forme de cône. Donc c'était assez bucolique. Voilà, il y avait aussi un petit espace PC Café qui était très sympa comme ça. Voilà, l'école sous la neige. Il y avait un très très beau magnolia. Et voilà à quoi ça va ressembler quand ça sera terminé. Donc il y aura de nouveau un jardin. Vous pouvez reconnaître le foyer actuel qui est ici, et le foyer tel qu'il sera plus tard. Et je vous le montre aussi parce que le visage de l'école a déjà beaucoup changé pour nous, mais il va aussi changer pour vous, puisque le foyer ici est un foyer temporaire. Le foyer sera ici, au fond du jardin, au rez-de-chaussée. Voilà la vue qui est prise dans l'autre sens. Ce que vous reconnaissez ici le foyer, ici l'escalier qui monte, qui est déjà construit pour rentrer dans le bâtiment. Vous avez le bâtiment de l'administration. Vous avez un autre escalier qui sera construit ici et qu'on retrouve sur cette photo ici, le bâtiment de l'administration. Voilà. Et le foyer des élèves sera ici. Donc tout ça va changer. Alors, quand vous êtes dans l'amphi Fernand Olvec, et c'est important que vous sachiez aussi qui sont les personnages à qui on a donné un nom, dont le nom a été donné à des amphis. Donc voilà Fernand Olvec, personnage qu'on voit bien très sympathique, qui avait une dextérité manuelle extraordinaire, et on le voit souvent manipuler. Il faisait des pompes moléculaires avec un vide extrêmement poussé, c'est pour ça qu'il a fait
les premiers prototypes de télévision. C'était un grand scientifique, il a montré la continuité entre les rayons UV et les rayons X, mais c'était aussi un résistant. Et cette dextérité manuelle qu'il avait, il l'a utilisée pour faire des faux papiers. En fait, ça c'est intéressant parce que ce qu'il a développé à l'école lui a permis d'être ce résistant qu'il a été, et malheureusement il a été dénoncé, et il est mort le 24 décembre 1941 à la prison de la Santé. Aujourd'hui, vous avez une rue Fernand-Olvec qui se trouve juste derrière Montparnasse. Vous avez le nom de Olvec sur cette plaque que vous voyez qui est à l'entrée, hein, dans le petit lobby juste avant l'amphi Olvec. Et puis on va parler tout à l'heure juste rapidement de Simone Seaille. Et en fait, Fernand Olvec est inhumé dans la crypte sous la chapelle de la Sorbonne. Je pense qu'il y en a qui viennent de Saint-Louis, peut-être, qui connaissent bien cette vue. Et en fait, donc ça c'est la chapelle de la Sorbonne qu'on voit du boulevard Saint-Michel. Vous avez une petite ouverture ici qui est une ouverture vers la crypte qui descend, qui est une petite crypte qui est beaucoup plus intime que la nécropole du Panthéon qui est pas très loin. Et donc voilà la tombe de Fernand Olvec, sur laquelle se recueillent tous les ans, le 8 mai et le 11 novembre, le recteur de Paris, etc., mais aussi l'adjointe à la maire en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Marie-Christine Mardelet, qui se trouve ici. Donc chaque année, 2 fois par an, on a la présidente de l'association, la présidente de l'école, qui se recueille sur la tombe d'un des nôtres, qui était un résistant. Et donc je vous parlais de Olvec, mais en termes de, il y a d'autres résistants. Simone Seaille, qui malheureusement, elle, n'a pas pu développer sa carrière d'ingénieur, parce qu'elle est morte en 1945, juste à la sortie des camps, mais qui a déployé beaucoup de leadership dans les camps, en particulier à Ravensbrück. Amphi Olvec, juste au-dessus, l'amphi Borot. L'amphi Borot, c'est là où il y a les pièces de théâtre. Qui était Borot? Borot, alors Olvec, 26e promotion, Borot, 16e promotion, donc toujours tous les deux des alumni. Borot était un grand capitaine d'industrie, il a été PDG de la Thomson. La Thomson est devenue Thales et Technicolor, donc PDG d'une très grande entreprise française. Au moment où le déploiement de l'électricité était important, il a aussi créé des startups comme Mazda, la pile Mazda, c'est Borot, mais il était aussi musicien et il a créé 2 instruments de musique, l'un qui s'appelle l'électrotone, le radiotone qui est un ancêtre du synthétiseur, et un autre qui s'appelle le violonista. Donc vous avez ici le brevet que je trouve très très chouette, hein, signé Borot. Et le violonista, voilà à quoi ça ressemble. C'est un automate, en fait, vous avez un vrai violon que vous mettez dans l'automate, vous fermez le capot, vous appuyez sur le bouton, et donc ça vous joue du Mozart, Beethoven, etc. Le point important ici, c'est que c'est quelqu'un qui a franchi les barrières disciplinaires. C'est-à-dire que pour lui, la nouvelle technologie de l'époque, c'était l'électricité. Il s'est posé la question, comment je peux utiliser la nouvelle technologie de mon époque pour produire et maîtriser les sons. Vous voyez que cette capacité à aller voir dans d'autres disciplines pour créer de nouveaux instruments et de nouvelles possibilités. Voilà Gabriel Borot qui est ici avec Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie et Irène Joliot-Curie, probablement à l'accueil de l'Académie des sciences de Frédéric Joliot-Curie. Et je disais tout à l'heure que Marie Curie a été accueillie à l'Hospécie en 1894. La première femme accueillie à l'Académie des sciences, c'est 1972. Les portes de l'Académie des sciences sont restées fermées à Marie Curie, en dépit du fait qu'elle avait 2 prix Nobel toute sa vie, et elles ont été fermées à Irène Joliot-Curie toute sa vie, jusqu'à son décès en 1956. Irène Joliot-Curie faisait candidature à l'Académie des sciences à chaque fois qu'il y avait un siège qui se libérait. Et donc ça vous montre vraiment que la clairvoyance de Schutzenberger en 1894, elle est vraiment extraordinaire, complètement miraculeuse. Donc ici vous avez Borot avec Joliot, Frédéric Joliot de la 39e promotion. Vous avez ici Frédéric Joliot à l'école. Et voici Frédéric et Irène Joliot-Curie qui reçoivent leur prix Nobel de chimie pour la découverte de la radioactivité artificielle. On va revenir là-dessus, mais c'était en 1935. Je vous disais que les prix Nobel de l'Hospécie sont exceptionnels. Aujourd'hui, en 2025, Frédéric Joliot est toujours le plus jeune lauréat du prix Nobel de chimie. Depuis 90 ans, il n'y a personne qui a eu plus jeune qui a eu le prix Nobel de chimie. Il l'a eu à 35 ans, donc il vous reste 15 ans. Voilà. Et quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez un tableau périodique des éléments, vous voyez le spécifique. Pourquoi? Parce que ce qu'ont fait Irène et Joliot-Curie, c'est qu'ils ont transformé le phosphore
en silicium. Enfin, ils ont créé du phosphore radioactif qui ensuite s'est transformé en silicium. Donc ils ont été les premiers sur la planète Terre à transformer un élément chimique en un autre. Ça, c'était le rêve des alchimistes. Ils voulaient faire, à partir du plomb, ils vont faire de l'or, mais donc, là, c'était du phosphore en silicium. Donc, premier sur la planète Terre à faire cette transformation, cette transmutation. Donc ça, c'est Frédéric et Irène Joliot-Curie. Le polonium et le radium, c'est Pierre et Marie Curie qui l'ont découvert en 1898. L'actinium, c'est De Bierne, de la 9e promotion, qui a découvert l'actinium. Et Georges Urbain, qui a découvert le lutécium. Voilà De Bierne, qui a découvert l'actinium. Il est ici avec Marie Curie, Irène Joliot-Curie à l'Arquest. Voilà. On ne va pas en parler plus que ça, on va parler juste un tout petit peu de Georges Urbain, de la 9e promotion. Il y avait un amphithéâtre Georges Urbain à l'école. Et pourquoi? Parce qu'il découvre le lutécium, il découvre l'élément chimique numéro 61. Et il décide de lui donner le nom de lutécium en l'honneur de Paris. Lutèce, l'ancien nom de Paris. Donc c'est un ingénieur d'une école de la ville de Paris qui donne le nom de la ville de Paris à un élément chimique. Sur la planète Terre, l'élément numéro 71 s'appelle lutécium parce que Georges Urbain a décidé que c'était le cas. Sur d'autres planètes, là où ça s'appelle peut-être autrement, mais sur la planète Terre, c'est le lutécium et c'est grâce à Georges Urbain. Il y avait un amphi Georges Urbain, vous voyez dans quel état c'était. Hein. Et puis ça, c'est le diplôme de Georges Urbain. Vous voyez ici, c'est la chimie avec les cornus. Vous avez le blason de la ville de Paris, la physique avec les instruments. Ici, des grands chimistes, ici, des grands physiciens. Un très joli diplôme. Et voici la photo de promo avec Paul Schussenberger, que vous reconnaissez. Georges Urbain, il est ici. Voilà. Voilà à quoi ressemble le lutécium. Et Georges Urbain était polymathe, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'autres talents, et en particulier des talents artistiques. Il composait de la musique, il était pianiste, il composait de la musique, ce qui n'est pas simple pour apprendre le formalisme quand même. Voilà une partition de Georges Urbain. Il était sculpteur, donc ce buste de Schussenberger que je vous ai montré ici, il a été sculpté par Georges Urbain. Il était aussi peintre, et il a sculpté aussi la médaille de Langevin, on va revenir là-dessus. Mais un point que j'ai oublié de vous dire et qui est important, c'est que Georges Urbain, vous voyez, ici c'est les terrains, hein, les lanthanides. Les lanthanides, comment on découvre et comment on sépare les éléments chimiques? En fait, les éléments chimiques, ils ont des réactivités chimiques différentes puisque leur couche externe d'électrons est différente. Hein, ils ont un nombre d'électrons qui est différent. Mais les lanthanides, ce n'est pas la couche externe, c'est la couche interne qui a un nombre d'électrons différent. La couche externe, elle est saturée, elle a... Et donc ça veut dire que tous ces éléments chimiques qui en fait correspondent à une seule case ici, parce qu'ils ont tous, sur la couche externe, le même nombre d'électrons, ont tous à peu près la même réactivité chimique. Et les gens qui essayaient de les séparer n'y arrivaient pas parce qu'ils utilisaient des techniques chimiques, hein, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'on sépare les éléments chimiques. Et l'idée de Georges Urbain, c'était de dire, je vais les séparer avec des techniques physiques, et en particulier d'électromagnétisme, puisque même si c'est la couche interne, l'électromagnétisme de l'élément chimique sont différents les uns des autres, puisqu'ils ont un nombre total d'électrons qui est différent. Et donc, Georges Urbain était le premier à isoler le lutécium parce qu'il était ingénieur spécifique et qu'il savait utiliser des techniques physiques tout en étant lui-même chimiste. C'est pour vous montrer que cette transdisciplinarité physique-chimie, ça vous permet d'aller plus vite que les autres, et donc d'avoir, alors j'allais dire, et donc d'avoir un prix Nobel. Non, Georges Urbain n'a pas eu le prix Nobel. Pour la petite histoire, il a été nominé 45 fois au prix Nobel, il ne l'a jamais eu. Hein. Marie Curie, elle a été nominée 6 fois, elle l'a eu 2 fois. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un Autrichien qui disait qu'il l'avait découvert avant lui, et donc le comité Nobel n'a pas voulu choisir. Bon, c'est bien Georges Urbain qui a été le premier, mais voilà, il aurait dû avoir le prix Nobel lui aussi. Donc le lutécium, et donc comme je vous parlais de Georges Urbain qui a fait la médaille de Paul Langevin, très rapidement Paul Langevin, ça c'était l'amphi Paul Langevin qui n'existe plus. Voilà, vous avez ici toujours la photo de promo avec Schussenberger, Langevin est ici, voilà. 7e promotion, Langevin avec Einstein, une très grande amitié, à la fois humaine et scientifique. Et puis une chose aussi, hein, parlant de l'ESPCI, c'est la présence de l'ESPCI dans les établissements d'enseignement en France. Il y a cette étude qui a été faite en 2015, publiée dans Le Monde, qui a simplement compté les noms qui étaient donnés aux établissements d'enseignement en France, écoles primaires, etc.
Et vous voyez que le SPCI, là aussi, hein, comme la table des éléments chimiques, là aussi, le SPCI en France est extrêmement présent, puisque vous voyez que vous avez Pierre et Marie Curie, Paul Langevin ici, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et je crois qu'il n'y a pas de polytechnicien. Voilà, donc il y a un square project, je vous en ai parlé, et très rapidement maintenant, je vous reparle de cet instrument ici, qui est le télescope périmétrique de Charles Ferry de la première promotion, qui était prof d'optique. Ça, c'est les cahiers de TP des élèves en cours d'optique. Hein. Je pense que les vôtres seront à ce niveau-là en termes d'esthétique. Et cet instrument a été redécouvert en fait dans les placards de l'école par Guillaume Durès en 30e en 2017. Redécouvert parce qu'en fait en 2017 on a commencé à vider les placards puisqu'il fallait détruire les bâtiments. Et donc Guillaume ouvre un placard et il trouve ce tube. Et heureusement c'est écrit dessus ce qu'est ce tube. Ce tube il a été construit en 1906. Il a été monté 2 fois en haut du Mont Blanc. Qui est-ce qui est allé en haut du Mont Blanc là? Personne. Hein. Elio est allé en haut du Mont Blanc. Super, bravo. Lui, il y est allé 2 fois. Vous pouvez le tube, hein, pas sur le pas. Ce tube qu'on voit ici en 1930, vous le voyez ici. Voilà. Donc ça c'est au laboratoire de l'Observatoire de Paris qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'avec le réchauffement climatique. Et ce tube est en fait un télescope qui permet de mesurer la température d'un rayonnement et est utilisé pour justement mesurer la température du Soleil. Et dans le résultat obtenu en 1906, il ne diffère que de 2% de la mesure qu'on fait aujourd'hui avec les appareils modernes. Donc ça c'est quand même extrêmement important, enfin extrêmement précis. Et alors pourquoi ils sont montés en haut du Mont Blanc? C'est pour s'affranchir de l'atmosphère au maximum. Pourquoi? Alors, les télescopes, plutôt les pyromètres Ferry, étaient utilisés pour mesurer la température d'un four. Pas facile de mesurer dans les céramiques, dans la métallurgie, hein, vous avez des fours et il faut mesurer la température. Comment vous le faites pour mesurer une température de 2000, 3000, 4000 degrés? Pas facile, hein, vous ne mettez pas le thermomètre, bien évidemment. Et donc l'idée de Ferry, c'était je vais avoir une bilame ou un thermocouple, et le bilame, c'est 2 matériaux qui ont un coefficient de dilatation différent et qui sont soudés. Et quand on reçoit un rayonnement chaud, l'un va se dilater plus que l'autre, et donc il va y avoir une déviation. On mesure cette déviation et on corrèle cette déviation avec la température du four. Et donc ces instruments étaient utilisés sur une problématique industrielle, céramique et métallurgie. Et l'idée de Charles Ferry, c'est d'utiliser le même instrument pour mesurer la température du Soleil, donc une problématique de science fondamentale. Et dans ce que vous voyez, c'est, une fois encore, on passe de l'industrie à la science, qui est une spécificité de l'ESPCI. Et ce que montre aussi, ce que marque aussi ce télescope, hein, qui est, comme je vous dis, sur la mezzanine de l'ESPGG, hein, vous pouvez le voir tous les jours si vous voulez, c'est qu'on change d'époque, en fait, de l'astronomie optique à l'astrophysique, c'est-à-dire plutôt que de regarder les astres, on va mesurer des signaux qui viennent des astres. Donc c'est très, très important. Voilà, on ne va pas parler de Léon Schützenberger parce qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'année, et je vais m'arrêter là pour la perspective historique. Donc là, on a parlé de l'école. On parle rapidement, très rapidement, de l'association, puisqu'on va fêter nos 140 ans le 31 octobre. On a la chance d'avoir le procès-verbal du premier conseil d'administration de l'association, le 31 octobre 1885, qui est signé par Léon Schützenberger, qui est le fils de Paul Schützenberger. On n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera justement dans le cadre des 140 ans. Et donc, on va fêter les 140 ans de notre association le 31 octobre. Et cette association d'anciens élèves a été fondée par la première promotion en 1885, donc quand ils ont été diplômés. Fonder une association en 1885, c'est pas du tout évident parce que la loi des associations, c'est ce qu'on appelle l'association de loi 1901. Donc, on est en 1885 et en fait, en 1834, c'était interdit de faire des associations. C'était la régime monarchique, etc. Donc, c'était pas du tout évident de faire une. Mais ces ingénieurs de la première promotion ont eu cette conviction qu'ils étaient formés différemment, qu'ils avaient besoin de faire valoir cette différence et de s'associer ensemble. Il y a 2 points dans nos statuts d'association qui vous concernent.
Alors, il y a un point qui est important, qui est le fait qu'on défend le diplôme d'ingénieur, hein. Mais c'est surtout voilà, aider les alumni, les élèves de l'ESPCI, c'est la notion d'entraide et de solidarité, et c'est établir les relations amicales, relier les promotions nouvelles et les promotions intérieures. Donc ça, c'est véritablement dans notre mission, et ce qui vous concerne aujourd'hui. Et l'association, il y a un conseil d'administration, il est gouverné par un président et une vice-présidente, et on a des conseils d'administration, des réunions du conseil d'administration une fois par mois à peu près, à l'école, et qui sont toujours suivis par des dîners conviviaux, et donc on fêtera ces 140 ans le 31 octobre. Voilà. Donc ça, c'est juste très rapidement, c'est sur l'association. Donc on vous a parlé un peu d'histoire de l'école, un peu d'histoire de l'association des alumni, et maintenant on va vous parler des alumni aujourd'hui. Et là, je vais donner la parole à Julien, s'il est encore parmi nous. Allô, Julien? Je suis encore ici. Vas-y. Alors, je passe les diapos. Hein. Oui, alors je me suis déjà présenté, je suis de la promotion 133 et donc j'ai intégré il y a 11 ans, pratiquement jour pour jour. Diapo suivante. Voilà. Donc, alors, la 134e promotion qui a intégré, elle, il y a 10 ans, que je connais bien parce que j'étais en deuxième année lorsqu'ils ont intégré, a été parrainée par Arkema, qui est un des leaders mondiaux dans la chimie de spécialité. Comptait 98 ingénieurs diplômés, donc je crois savoir que c'est 8 de plus que vous. Les promotions étaient à l'époque légèrement plus grandes et la taille a été réduite pendant les travaux. Et fait remarquable, cette promotion comptait exactement 50% de femmes, hein, et c'était la deuxième promotion à avoir un taux de femmes aussi grand. Et parmi tous ces ingénieurs, 70% ont poursuivi par une thèse, ce qui est également légèrement au-dessus de la moyenne de 60% d'ingénieurs. Slide suivante, s'il te plaît. Donc vous voyez ici la photo de l'intégration, enfin lors de l'intégration de la promotion, c'était lors de la signature du parrainage, donc tout le monde était vêtu en costume, et donc vous voyez la très grande proportion de femmes dans la promotion. Slide suivante. Et là, vous voyez donc la cérémonie de remise de diplôme à l'Hôtel de Ville, dans les salons prestigieux de l'Hôtel de Ville de Paris. La remise des diplômes devait avoir lieu en mars 2020, mais vous savez que ça a été une période très difficile, et donc cette cérémonie de remise de diplôme a été reportée d'1 an. Et en mars 2021, tout le monde portait encore un masque. Vous avez cette photo de promotion qui est comment dire, un souvenir de l'histoire, non seulement de la promotion, mais aussi de quelque chose dont on se rappelle tous, qui est la pandémie de Covid. Alors, parlons des diplômés et des secteurs d'activité dans lesquels ils se trouvent. Vous voyez qu'on se partage en deux grands tiers. Donc, un grand tiers qui est les diplômés qui continuent dans la recherche industrielle. Donc, c'est des statistiques qui ont été faites dans les derniers jours. Donc, vous voyez vraiment le panorama 10 ans après l'intégration. Un grand tiers d'ingénieurs qui poursuit dans les grands groupes industriels, un grand tiers qui est encore dans la recherche, donc soit en contrat postdoctoral, soit qui a déjà un poste académique, mais ce sont principalement des jobs de transition vers des fonctions beaucoup plus avancées. Et puis ensuite, le reste de la promotion se partage soit dans les startups et des PME, soit dans les domaines de conseil et de finance, avec quelques minorités qui ont créé leurs entreprises ou qui sont dans des domaines de production, de supply chain, de logistique ou d'enseignement. Et vous voyez sur ce graphe également que la proportion des étudiants en thèse, qui est de 70% dans la promotion, est très importante pour ceux qui continuent dans la recherche industrielle, et très importante également pour ceux qui continuent dans la recherche, 100% dans ce cas-là, alors qu'elle est un peu plus faible pour ceux qui se tournent vers des domaines de conseiller de finance, même si elle n'est pas négligeable. Vous voyez que les fonctions que ces personnes-là vont occuper sont principalement des fonctions à très haute valeur ajoutée, et donc à très haute valeur sur le plan scientifique. Slide suivante, s'il te plaît.
Donc commençons par les ingénieurs et ingénieurs qui travaillent dans les grands groupes industriels. J'ai fait la liste de tout ça et vous voyez que ces grands groupes sont principalement des grands groupes français comme Saint-Gobain, L'Oréal, Michelin, Arkema, Procter Gamble, etc. Parmi ces personnes, la majorité font des carrières qui sont à Paris, même si certains et certaines continuent leur recherche à l'étranger, en particulier en Allemagne. Slide suivante, s'il te plaît. Certains continuent dans des startups ou des PME, et donc là, vous voyez que ce sont principalement des gens qui ont fait un doctorat. Vous voyez ça par le titre de docteur devant leur nom. Et ces personnes-là continuent, dans leur grande majorité, des carrières en France, dans des PME, et dans ces PME, leur diplôme est bien entendu très valorisé et une très grande valeur du point de vue des recruteurs. Slide suivante, s'il te plaît. Et certains autres ingénieurs SPCI, une seule dans la promotion 134, Marie, qui continue, qui a fondé son entreprise, en tout cas qui a participé à la création d'une entreprise dans laquelle elle occupe une fonction de Chief Scientific Officer, donc de supervision des activités scientifiques de l'entreprise. C'est quelque chose qui est assez commun. Si on regarde par exemple la 133e promotion qui a été diplômée il y a 11 ans, nous avons 5 personnes qui ont continué dans l'entrepreneuriat, et principalement des docteurs qui se sont aperçus lors de leur thèse ou légèrement après qu'un produit pouvait être créé, une innovation pouvait suivre des résultats de leur thèse, et qui ont décidé de commercialiser ces idées et de créer des entreprises pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important du point de vue du diplôme SPCI, c'est que de nombreux diplômés, de nombreux ingénieurs SPCI décident de créer leurs entreprises, non pas sur des concepts qu'on pourrait avoir, mais sur des concepts qu'ils sont uniques à maîtriser parce qu'ils ont réalisé une thèse de doctorat sur un des sujets, sur le sujet qu'ils souhaitent commercialiser. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc nous avons également énuméré toutes les entreprises qui ont été créées par des ingénieurs SPCI. La liste ici s'arrête en 2023, mais elle continue évidemment après. Et donc vous voyez que pratiquement tous les ans, des ingénieurs SPCI de pratiquement toutes les promos, ça va, je crois, de la 98e à partir de 2017 jusqu'à la 133 ou 134e promotion, 137e, pardon, en 2020. Toutes les promotions peuvent créer des entreprises lorsqu'ils ressentent un besoin et lorsqu'ils ressentent qu'une compétence est unique, qu'ils sont uniques à maîtriser pour être au service de la société. C'est la suivante, s'il te plaît. Dans cette promotion 134, donc, un seul ingénieur a continué dans les domaines de production et de supply chain, Loïc, qui est manager de la corporate strategy dans une entreprise à Bruxelles. C'est une minorité d'ingénieurs qui continuent dans ces domaines, mais dans lesquels ils ont un très grand succès. J'ai listé également des ingénieurs de la 133e promotion pour le contexte. Et donc vous voyez que ces carrières sont très appréciées par le monde industriel, et les personnes qui effectuent ces carrières sont bien entendu très successful, j'ai envie de dire, mais le mot en français me manque, désolé. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc, d'autres ingénieurs continuent dans les domaines de conseil, de finance et de stratégie. Donc, vous voyez ici les grands groupes de conseil, Bain & Company, PwC, BCG, etc. Et donc, ces carrières se font de plus en plus à l'international. Et les ingénieurs SPCI qui ont cette très forte capacité à analyser des problèmes et à résoudre des problèmes sont très appréciés dans ces carrières également, même si ça reste aujourd'hui encore une minorité des carrières. Slide suivante, s'il te plaît.
Et donc, je disais, un autre tiers des ingénieurs continuent dans la recherche académique, en tout cas à une échelle qui est de l'ordre de 10 ans après l'intégration, ce qui correspond en fait à entre 1 et 4 ans après la fin de la thèse. Et donc, vous voyez que ces carrières sont en très grande majorité effectuées à l'international, et ceux qui ne sont pas listés à l'international ici ont en fait effectué une partie de leur carrière déjà à l'international. Dans ce cas-là, c'est le cas par exemple de Cédric Gerbelot, qui est actuellement professeur à l'ENS Lyon, mais qui a effectué un postdoctorat à New York pendant 2 ans déjà. Donc ces carrières sont des carrières de transition dans lesquelles principalement on va être un chercheur postdoctoral, donc on effectue de la recherche, on a acquis une compétence en thèse unique et ça reste une poursuite de la formation en quelque sorte, dans lequel on va mettre ses compétences au service d'un projet de recherche et essayer de former des docteurs et d'accéder à des postes à responsabilité plus importantes. Un certain nombre de chercheurs postdoctoraux continuent également par la suite dans des PME, dans la création d'entreprises ou dans des grands groupes industriels. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc d'autres ingénieurs continuent dans l'enseignement, donc soit en classe préparatoire ou dans les lycées, soit dans des écoles d'ingénieurs ailleurs en France. Et d'autres ingénieurs SPCI choisissent de bifurquer vers des domaines différents ou mettre leurs compétences. C'est le cas de Chloé, par exemple, qui met ses compétences au service du journalisme scientifique à Montréal. Je crois que c'est fini. Donc on a listé également, donc vous pouvez cliquer sur les liens, vous recevrez les slides. Vous pouvez cliquer sur les liens pour accéder aux ingénieurs diplômés de l'ESPCI dans certains domaines. Et donc, lorsque vous rechercherez des stages, lorsque vous rechercherez un premier emploi, c'est bien évidemment, bien évidemment encouragé à cliquer sur ces liens, à contacter les ingénieurs diplômés. Et dans leur très grande majorité, ils vous répondront tac au tac. Ils sont tous friands d'être en contact avec vous et de pouvoir vous donner des conseils sur le chemin de carrière à adopter ou des stratégies pour accéder à des postes à responsabilité. Et donc j'en profite pour vous inviter le vendredi 17 octobre en scannant ce code ou en cliquant sur le lien ici, à rencontrer les promotions 134, 124, 114, etc. 104, même 94, lors d'un after-work, donc ce vendredi 17 octobre, qui vous permettra de rencontrer la promotion, de leur poser des questions et d'avoir une mise en perspective de ce qu'on fait après le SPCI, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après avoir intégré et comment se déroule un parcours de carrière. Là, j'ai mis des photos d'événements qu'on avait organisés l'an dernier, entre les 143, les 133, 123, etc. Du coup, vous aurez un événement sur mesure pour vous ce 17 octobre. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Et encore une fois, félicitations pour avoir intégré l'école et bienvenue dans la communauté des alumni. Donc ça, c'était les alumni qui étaient à votre place il y a 10 ans. Hein, c'est quelque chose de très concret qu'on nous a donné. Mais concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, l'association des anciens élèves? Et donc, voilà. À quoi on sert pour vous et pour les alumni quand vous êtes jeunes diplômés aussi. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à nous dans tous ces cas. Donc, voilà, si vous avez un problème grave en financier, mais pas seulement, si vous avez besoin d'un contact, d'une aide financière pour partir à l'étranger en particulier, si vous avez besoin d'un caution logement, si vous avez un projet pour les élèves, on va en parler tout à l'heure sur l'entraide et solidarité, on peut apporter un certain soutien.
Voilà. Si vous arrivez, alors, pensez aussi, quand vous allez à l'étranger ou en région, hein, de contacter les alumni sur place. C'est arrivé quelquefois où un élève qui partait en projet de recherche, par exemple, avait loué un Airbnb et puis le Airbnb n'existait pas, il s'est retrouvé un peu tout seul. Et donc d'avoir des alumni qui étaient sur place, ça a permis de sauver la situation. Donc voilà une petite anecdote sur cette ressource. Bien évidemment, hein, si vous êtes en transition de carrière, si vous recherchez un emploi, on est bien sûr là pour vous aider. Même si vous voulez évoluer au sein de votre entreprise, si vous voulez créer votre entreprise, puisqu'il y a une fonction entrepreneuriat qui est très importante aujourd'hui dans votre association. Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe à l'école, de ce qui se passe au niveau des carrières des ingénieurs spécifiques, ça aussi, on vous donne toutes ces informations-là. Et puis, donc, on en reviendra tout à la fin, c'est que, bien évidemment, l'association elle est soutenue par les cotisations des diplômés. Et quand vous serez diplômé, on espère que vous nous soutiendrez à la hauteur du soutien qu'on vous aura, et même plus d'ailleurs, qu'on vous aura apporté pendant votre vie étudiante. Voilà. Et j'arrive pas à passer là. Voilà. Alors, je ne sais pas si Jean-Yves est parmi nous. Oui. Voilà. On t'entend super bien, Jean-Yves. Vas-y. Donc, je ne touche à rien. Voilà, je te passe les diapos. Tout à fait. Donc, côté emploi-carrière, en fait, on a plusieurs grands domaines où on appuie les ingénieurs diplômés, mais aussi les élèves ingénieurs. Donc, il y a tout ce qui est insertion, suivi d'emploi, insertion et carrière des ingénieurs SPCI. Donc, ça, c'est classique pour ce domaine-là. Mais plus pour des choses qui vous intéressent, le mentorat. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec l'école. Pour tous les élèves ingénieurs qui le souhaitent, ils peuvent choisir un mentor parmi les alumni, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir les inspirer et leur donner des idées qui vont pouvoir leur permettre de faire des choix de carrière, des choix d'études. Donc ça, c'est quelque chose qui est monté avec l'école, et une fois par an, on crée des binômes mentor-mentoré. Donc, vous serez sollicité par l'école à un moment si vous êtes intéressé par cet appui et cet échange avec des diplômés qui viendront vous donner, vous inspirer sur la façon dont vous pouvez vous y prendre, ou éventuellement vous aider à répondre à des questions que vous posez sur le métier de demain que vous ferez et les études nécessaires pour y arriver. N'hésitez pas, inscrivez-vous. La co-orientation, là aussi on le fait avec l'école, hein, la co-orientation, c'est pour vous aider à être certain que le métier de demain vers lequel vous envisagez de vous destiner, c'est bien celui que vous avez envie de faire. Donc en fait, ça vous permet, si vous avez des doutes, de vous mettre en contact avec des alumni qui exercent le métier que vous souhaiteriez faire et d'aller les rencontrer pour voir si réellement vous retrouvez dans ce qu'ils exercent au quotidien, ce que vous avez imaginé qu'ils exerçaient. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait aussi en relation avec l'école. Évidemment, l'aide à la recherche de stage, thèse et emploi en association avec l'école, puisque c'est elle qui va vous proposer les stages et les thèses, on va lui transmettre. Le CV-book, hein, qui est illustré un peu plus loin, ça sera plutôt quand vous serez en sortie d'école, vous allez vouloir trouver un emploi. Et donc, on sort tous les ans un CV-book, c'est-à-dire un bouquin de l'ensemble des CV des diplômés ou des futurs diplômés dans l'année qui vont chercher un emploi. Et nous le diffusons à environ 400-450 recruteurs et entreprises qui l'attendent avec impatience. Les photos professionnelles, c'est quelque chose que l'on fait tous les mois de mai. Donc, ça peut vous servir pour votre CV, ça peut vous servir pour postuler pour un stage, pour votre profil LinkedIn, etc. Donc, ce sont des choses qu'on réalise tous les ans, des sessions en général, on a 40 à 50 élèves ingénieurs et alumni qui viennent prendre des photos. L'appui à l'entrepreneuriat, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvain. Donc, nous avons régulièrement des conférences et puis on a une petite équipe d'appui à l'entrepreneuriat pour ceux qui voudraient créer leur start-up ou qui souhaiteraient racheter une entreprise. Hein. Ça, c'est pour en général des gens qui sont un peu plus âgés. Et puis, nous participons à des rencontres avec les employeurs tous les ans. Voilà, donc ça, c'est tous les domaines. Donc, vous n'hésitez pas, on a une adresse mail unique qui est
emploi@spc.org à nous contacter, puisque nous avons toute une équipe pour vous aider, vous appuyer pour toutes les demandes concernant ces domaines. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves. Donc ça, c'est le domaine emploi et carrière, un axe très important, bien sûr, de l'association. Un autre axe important, c'est entraide et solidarité. En fait, quand l'association a été créée en 1885, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas toutes ces aides qui viennent de l'État. Donc c'est une des valeurs fondatrices de l'association, de s'entraider et d'avoir cette solidarité entre nous et avec les élèves. Et ce domaine, il est piloté aujourd'hui par Alice Boursier, qui est dans un train en ce moment, donc elle ne peut pas être parmi nous. Donc je vais le présenter à sa place. Et l'adresse électronique à laquelle vous devez envoyer les demandes d'informations, etc., c'est entraide@spc.org. Donc pour vous, pour les élèves, l'entraide et solidarité, c'est la première chose, c'est le soutien à la vie étudiante que vous allez avoir à l'ESPC. L'association des alumni soutient la vie étudiante à travers des subventions, mais aussi à travers du réseau. Par exemple, hier, j'étais avec Éléonore de Crépy pour lui donner le nom d'un certain nombre d'alumni qui faisaient partie du club voile quand ils étaient élèves, pour qu'elle puisse les contacter. Voilà, quand vous étiez élève, la voile, ça vous intéressait. Maintenant, 20 ans plus tard, vous êtes riche. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ouais. Donc c'est du réseau. Mais il y a aussi un soutien financier avec une subvention au bureau des élèves, des subventions qui peuvent être très importantes, comme on l'a fait pour le gala cette année. On a mis 10 000 € sur la table pour le gala. La cotisation moyenne d'un alumnus ou d'une alumna, c'est 60 €. Donc quand on met 10 000 €, vous voyez qu'il y a un engagement extrêmement fort de notre part. Donc on soutient les associations, le gala, le club culture, etc. La soirée par un filiaux, parce que ce maillage vertical, ces familles, est quelque chose qui est très important pour nous. Vous, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir des grands parrains, marraines qui ont 5 ans de plus que vous, donc 5 ans avant en termes de carrière, et l'interaction va être très intéressante pour vous. Donc ce maillage vertical est très important, c'est pour ça qu'on soutient. Le V4A, le spectacle et le voyage de 4e année, on soutient aussi parce que c'est l'une des dernières opportunités pour la promotion de se retrouver. Et puis on fait aussi des aides individuelles pour qu'on ait le maximum de diplômés qui viennent à la cérémonie de remise de diplôme, dont on vous a montré une photo tout à l'heure. Julien vous a montré une photo. On fait beaucoup de prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro, sans intérêt. Vous remboursez le montant que vous empruntez, pas d'intérêt. Et l'échéancier de remboursement, le début et l'échéancier, il est calé sur l'horizon de vos premiers revenus. Le montant dépend de vos besoins et l'échéancier en fonction des revenus. Donc l'idée, c'est de vous aider. Et bien sûr, il faut réviser cet échéancier de remboursement par la suite, parce qu'il y a d'autres, c'est toujours possible. On est vraiment là pour vous soutenir. On fait aussi des dons, des subventions et des prix. On fait des dons ponctuels. En ce moment, on est en train de considérer un don ponctuel pour une élève de la 142e promotion qui a des difficultés financières importantes. Donc c'est quelque chose de tout à fait concret. Et puis dans le terme des dons, il y a aussi les 3 prix du stage industriel, dont Vincent Marais vous a parlé tout à l'heure, dont il est président, avec des prix de 2005, 1005 et 1000 € pour le premier, deuxième et troisième prix. Et puis on fait aussi les cautions logements pour les élèves ingénieurs à la RES, mais aussi les jeunes diplômés dans le marché privé. Voilà. Et puis il y a une commission étudiante dédiée à traiter les demandes qui viennent de vous pour des projets étudiants. Et l'adresse électronique pour envoyer vos demandes, c'est initiative.étudiante@spc.org. C'est Salomé Luce qui est présidente de cette commission. C'est pour des budgets qui vont jusqu'à 500 €. Donc si vous avez des initiatives auxquelles vous pensez, etc., n'hésitez pas à solliciter. Vous aurez une réponse rapide. On a créé cette commission pour vous donner une réponse rapide et pas avoir à attendre le prochain conseil d'administration de l'association pour prendre une décision. Voilà. Et donc si vous avez besoin d'aide, que ce soit financier ou un soutien ou un conseil, entraide@espc.org. Je vais donner la parole maintenant à Thibaut. Merci. Comme je disais moi, au début de ma présentation, moi je suis dans l'animation du réseau, donc faire en sorte qu'on ait un réseau d'alumni qui se dynamique, qui se parle, que ce soit sur des thématiques scientifiques, sur des thématiques géographiques. Tu habites à Lyon, j'habite à Lyon, on peut dans un café ensemble.
On a fait d'ailleurs l'année dernière un double événement à Bordeaux et à Toulouse, parce que Bordeaux c'est sur le chemin de Toulouse en train, pour faire en sorte que les alumni de ces deux villes-là, ou de ces deux régions, de ces deux pôles-là, se rencontrent et discutent ensemble et créent des synergies, en tout cas ensemble. La slide suivante, on a un Linktree, Linktree/PCI Alumni, c'est simple. C'est comme c'est dans le nom, on peut avoir du coup tous nos réseaux sociaux. On a des prochains événements aussi, mais on peut avoir aussi accès à tous les anciens événements qu'on a pu faire via l'album Jouméo, où on a en fait toutes les photos, on réunit toutes les photos par exemple de la soirée d'envol des 140 et ensuite des promotions en 130, 120, 110, 100, etc. On a aussi la présentation du portrait de Paul Schunzenberger que Sylvain a présenté. Et on aura aussi des vidéos qu'on prend pendant ces événements-là aussi, qu'on peut retrouver sur notre page ESPC Alumni sur YouTube, où on peut retrouver les AG, les conférences qu'on peut faire, etc. Fin de mon intervention. Voilà. Bravo Thibaut. Est-ce que Julien est encore parmi nous? Alors, je ne vois pas Julien, donc je vais le remplacer au débeauté. Donc, en termes de communication et numérique, alors on fait un certain nombre de choses, en particulier sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi bien sûr le site internet espci.org. Hein, le domaine .org, c'est le domaine des alumni, .fr, c'est l'école, .org. Voilà. Votre adresse électronique en espci.fr sera déconnectée quand vous quitterez le campus, elle n'est pas pérenne. En revanche, l'adresse qu'on va vous donner, prénom.nom@espci.org, celle-ci est pérenne, vous la garderez toute votre vie. Et sur notre feed link, on a vraiment toutes les actions de communication que l'on fait, et en particulier, vous pourrez avoir accès à les brèves, voilà, les lettres d'infos mensuelles qu'on envoie, le CD-book, le disque Vauquelin, etc. Vous pouvez retrouver tout ça. On a aussi un fil WhatsApp sur lequel on met l'actualité des alumni en temps réel, c'est-à-dire les succès, quelqu'un a été nommé, quelqu'un a reçu un prix, il y a une conférence donnée, etc. Donc, je vous encourage fortement à vous y abonner parce que c'est un petit peu chaque jour, on apprend sur ce que font en particulier les alumni, dans quel domaine, et ça va vous permettre aussi d'identifier au débeauté peut-être des alumni qui sont dans un domaine dans lequel vous êtes intéressé. Donc voilà, ça c'est notre groupe WhatsApp. Ça c'est les brèves qu'on envoie une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Ça c'est celle de juillet-août qu'on a envoyée le 31 août, que vous pourrez retrouver sur notre site speci.org et qui sont envoyées par mail. Et vous allez pouvoir trouver aussi toute la liste de ces brèves, où là on reprend en fait une fois par mois ou une fois tous les 2 mois tout ce qui est apparu dans le fil WhatsApp. On fait quand même une petite sélection et on essaye de les organiser. Si vous avez envie de faire quelque chose pour la communication de l'école, la communication des alumni, etc., une seule adresse, com@espci.org. Voilà, c'était la dernière diapo, et maintenant on passe à la conclusion. Merci Thibaut. Donc on arrive à l'issue de cette présentation. Voilà. Donc ça c'est l'école telle que nous on l'a connue. Il y avait des arbres. Et ça, c'est l'école telle que vous la connaissez. Et ce qui est important, c'est que cette école, elle change de visage, elle va encore changer de visage, mais c'est la même école. Je parlais tout à l'heure du socle, des 5 principes. Donc 4 sont des principes pédagogiques. C'est ça l'école, le SPC. Les bâtiments, c'est l'écrin dans lequel on trouve cette école, mais l'école est toujours la même si elle change de visage. Et c'est ça qui nous réunit. Je vous donne un autre exemple. Ici, ça c'est 1905, sur le cachet de la Poste. Alors ça, ce n'est pas le foyer avant, c'est la salle des machines. Et donc vous avez la promo qui est là, juste où vous êtes aujourd'hui. Et en fait, vous voyez, en 1905, il parlait déjà de la nouvelle école, parce qu'il y avait déjà des nouveaux bâtiments qui étaient construits. C'est toujours la même école. Et même quand ça sera fini, ça sera toujours la même école dans des bâtiments différents. Donc ça, c'est le premier point, c'est que vraiment ce qui nous rassemble, c'est notre formation d'ingénieur SPC. Le deuxième point, c'est on vous a raconté beaucoup de choses, et tout ça, c'est possible parce que les alumni nous soutiennent, les diplômés nous soutiennent,
Et chaque année, des diplômés payent une cotisation. La cotisation moyenne est de 60 €, nominale 75 €, mais comme il y a des réductions en particulier pour les jeunes diplômés, pour les doctorants, la cotisation moyenne est à 60 €. C'est très important de nous soutenir parce que ça nous donne cet élan pour ensuite faire des actions pour les élèves et pour la vie étudiante. Donc, on espère que quand vous serez diplômé, vous nous aiderez, et en particulier que vous vous engagerez sur le prélèvement automatique. Vous voyez que vous avez une petite réduction quand vous êtes en prélèvement automatique. Vous voyez que les montants sont très très progressifs. Hein. On essaye d'accompagner votre montée en puissance d'un point de vue de la carrière. Donc on vous permet de rentrer facilement dans le système, mais c'est vraiment extrêmement important pour nous d'avoir ce soutien financier. Et puis, c'est la promo 44, il y a 100 ans. Cette photo, elle a été prise devant le foyer, la salle des machines à l'époque, hein, j'ai vérifié, c'est tout à fait reconnaissable. Donc ça, c'était il y a 100 ans. Et peut-être la première chose, c'est, on a vu tout à l'heure la photo de la première promotion, je l'ai dit, on sent qu'il y a de la camaraderie. On a vu la photo de la 134 avec les masques. Là, c'est la photo de la 44. Il y a des choses qui ressortent de ces photos de promo, et pensez à vous, qu'est-ce que vous voudriez que ressorte de votre photo de promo. Vous pouvez, alors il y en aura une officielle, mais vous pouvez en faire par vous-même dans 100 ans. Et le message que je veux vous donner, c'est que c'est vous qui allez porter l'école et la formation d'ingénieur spécifique dans le futur. Ça fait quelques années maintenant, on a commencé à le dire depuis la 138, ça fait quelques années maintenant qu'on dit que certains et certaines d'entre vous verront le 22e siècle. Nous, on ne verra pas, mais vous le verrez. Alors, le 22e siècle, c'est assez artificiel, hein, mais c'est vous qui allez porter l'école. C'est vous qui serez à ma place, qui serez à nos places dans 10, 20, 30 ans pour accueillir la 181e promotion, pour accueillir ça. Et ça, c'est une responsabilité parce que vous avez compris qu'il y avait un héritage. Donc, profitez bien évidemment de votre formation d'ingénieur, profitez de la vie étudiante aujourd'hui, mais pensez aussi que vous avez cette responsabilité de porter l'école et la formation d'ingénieur dans les années, les dizaines d'années et vers le siècle suivant. Et puis bien évidemment, on vous en a parlé tout à l'heure, hein, on se retrouve, le prochain rendez-vous que l'on a, c'est l'apéro des promotions en 4, donc c'est juste à côté, rue Claude Bernard, le vendredi 17 octobre à 18h. Voilà, c'est ma dernière diapo. On a été très vite, beaucoup d'informations, je sais que vous en avez énormément. Bon là, vous allez un peu vous aérer l'esprit amiens. On vous dit, est-ce qu'il y a des questions? En général, quand il y a un buffet derrière, il n'y a pas de questions, mais on ne sait jamais. Non. Bah, écoutez, je voudrais d'abord remercier Thibaut, Jean-Baptiste, merci aussi Fabrice pour son travail. Remercier ceux qui étaient en visio avec nous, Vincent, Roland, Julien, Jean-Yves. Et puis vous remerciez vous pour votre attention.